360 000 spectateurs attendus, des infrastructures flambant neuves, une nation à la culture du sport auto rarement égalée, un circuit magnifique. Mais détrompez-vous, mesdames, messieurs, car en 2022, tout cela ne suffit plus pour exister, à tel point que la F1 et Spa-Francorchamps, ça sent le sapin. Car sans contrat avec la catégorie reine du sport auto dès la fin de cette année et soumis aux mêmes contraintes que la plupart de ses alter-ego européens, le Grand Prix de Belgique de Formule 1 semble s'avancer inexorablement vers une mort programmée. Alors dans ce nouveau numéro de F1 à la loupe, je ne vais pas revenir sur les tenants et les aboutissants économiques et marketing qui expliquent pourquoi la course belge voit son avenir s'assombrir de semaine en semaine. Autrement, je ne ferai qu'une simple redite de plusieurs vidéos que j'ai déjà publiées sur la place de plus en plus marginale qu'occupe l'Europe en Formule 1. Dans cette fois-ci, on va essayer de comprendre pourquoi la disparition du Grand Prix de Belgique est l'exemple type, voire même le symptôme d'une stratégie business nocive pour la Formule 1 contemporaine. Allez, générique. Nous y sommes. La Formule 1 est en train d'atteindre son plafond de verre à 24-25 courses par saison. Et avec le retour du Qatar et de la Chine au calendrier 2023, sans oublier l'arrivée de Las Vegas, ça se bouscule au portillon. Alors la loi de l'offre et de la demande étant ce qu'elle est, le prix du plateau pour accueillir la F1 ne cesse de grimper. Et ce n'est pas le circuit de Spa-Francorchamps qui pourra rivaliser financièrement avec le Qatar, l'Arabie Saoudite ou Abu Dhabi en vue de conserver sa place. C'est donc naturellement que Vanessa Maes, directrice du circuit de Spa et de la société organisatrice du Grand Prix de Belgique, a admis que les discussions en cours avec la Formule 1 étaient difficiles à mener et que le destin de sa course n'était plus tellement entre ses mains. Tant et si bien que si l'Afrique du Sud rejoignait le calendrier l'an prochain via le circuit de Kyalami, la Belgique devrait probablement dire adieu à la Formule 1. Pour le microcosme du sport auto, voilà qui serait un véritable cataclysme. Mais pourquoi au juste ? Et oui, l'amour déclaré au Grand Prix de Belgique et à Spa-Francorchamps par les vieux briscards de la Formule 1, dans lesquels je m'inclus, est tel qu'on en oublierait presque d'expliquer aux plus novices pourquoi la perte de ce monument au patrimoine de la Formule 1 serait un scandale. Voici donc un bref rappel de ces raisons en 3 points. La F1 et la Belgique à Spa, c'est d'abord une histoire centenaire qui transpire le sport automobile, avec un circuit conçu en 1920, asphalté en 1924, introduit au championnat du monde de F1 dès 1950, réduit à sa forme actuelle en 1973 et décrété semi-permanent en 2003. Et pendant ce laps de temps, nombreuses furent les courses légendaires, de l'exploit d'Alberto Ascari sous la pluie en 1952, à la remontée spectaculaire de Michael Schumacher en 1995, en passant par un Ayrton Senna touché par la grâce sur le gras mouillé à bord de sa Lotus en 1985, Spa a été le témoin de performances inoubliables et sublimées par des circonstances de course qui ne rendaient le spectacle que plus beau. La F1 et la Belgique, c'est ensuite une ambiance. Le Grand Prix, à 5 exceptions près, a toujours été un marronnier du calendrier, qu'il fût à Spa ou à Zolder. Et la ferveur du public local, parfois exacerbée par le soutien à de grandes figures nationales, telles que Jackie Hicks ou Thierry Boutsen, a globalement toujours été au rendez-vous. Les pelouses et tribunes prises d'assaut, et d'autant plus combles depuis quelques années grâce à un certain Max Verstappen, en sont le reflet éclatant. Ce public indéboulonnable n'est lui pas composé à 50% de VIP, mais est simplement un féru de sport automobile à l'ancienne et à la bonne franquette qui aime la vitesse, le bruit et l'odeur du carburant. La F1 et la Belgique à Spa, enfin, c'est un tracé comme on n'en trouve nulle part ailleurs. Une épingle bien sentie à la source, des virages uniques tels que le double gauche de Pouhon et la courbe de Blanchimont, sans parler de la montagne majestueuse que son haut rouge suivi du Raidillon donne au toboggan des Ardennes, comme on l'appelle, ce cachet unique qui fascine les pilotes en même temps qu'il les effraie, encore aujourd'hui. Ce cocktail fameux fait donc du Grand Prix de Belgique à Spa un événement immanquable qui mélange histoire, passion et spectacle. En d'autres termes, perdre la bataille des Ardennes serait effectivement une tragédie pour la Formule 1. Et alors que ce petit bijou semble peut-être revenir ces dernières heures en catégorie reine, eh bien les organisateurs tentent le tout pour le tout afin de sauver la peau du Grand Prix. Et pour convaincre Liberty Media de renouveler son contrat, quoi de mieux que de mettre les petits plats dans les grands afin de correspondre aux attentes marketing de la F1 moderne, quitte à se travestir quelque peu. En plus d'un relifting à hauteur de 50 millions d'euros, des concerts seront organisés en permanence pour divertir les 360 000 visiteurs attendus, et des écrans seront disposés un peu partout de façon à ce que chacun puisse en même temps profiter du spectacle offert par les pilotes. Entre autres, des expériences dites depuis le ciel, ça s'invente pas, et permettant de regarder différentes sessions à 30 mètres d'altitude seront également proposées aux invités VIP. Le but pour la Belgique ?
montrer que malgré son apport modeste au chiffre d'affaires annuel de la Formule 1, elle peut poser dans le cadre même de son Grand Prix les jalons de ce que Liberty Media affectionne. Un Super Bowl appliqué à la Formule 1, censé séduire la nouvelle audience jeune et branchée de la catégorie reine. Il n'en reste pas moins que malgré une histoire chargée et un engouement certain, l'indifférence, voire l'amnésie de la Formule 1 à l'égard du Grand Prix de Belgique est réelle, qu'elle risque d'être terminale, et qu'elle est à ce titre une illustration parfaite de ce qui ne va pas dans la philosophie business de ce sport. Et pour le comprendre, prenons un peu de recul. En désertant l'Europe petit à petit au profit de destinations asiatiques et américaines pour des raisons majoritairement économiques, la F1 ne s'exporte plus seulement, elle se déracine de son berceau originel, ce qui induit une double conséquence. D'un côté, elle délaisse, avec un mépris certes involontaire, mais un mépris tout de même, son public historique, qui en tant que noyau dur de l'audience, a pourtant grandement participé à la pérennité du championnat du monde et à la constitution d'une culture F1. Et de l'autre, elle voue aux gémonies une nouvelle audience plus jeune, plus connectée et plus diversifiée afin de rafraîchir son image de marque. Sauf que miser excessivement sur ce nouveau public dont on ne connaît pas encore le niveau d'engagement à long terme, par manque de recul historique, peut s'avérer dommageable pour la F1. Alors comprenez-moi bien, il ne s'agit pas là de critiquer les nouveaux fans, qui non seulement sont les bienvenus dans cette joyeuse communauté, mais qui pour l'immense majorité apportent cette bouffée d'air frais dont le sport avait fort besoin. On ne jugera donc pas là les personnes, mais plutôt la façon dont la F1 les a convertis. Et on a malheureusement eu trop tendance à les convertir via des outils de court terme, à coup d'épisodes Netflix, à coup de courses sprint d'une demi-heure et à coup de Reels Insta subliminaux. Or, la véritable épreuve de feu pour la Formule 1 sera de déterminer si Liberty Media a réussi, par-delà la séduction, à fidéliser cette nouvelle audience sur du long terme, quelle que soit la saison regardée. Car finalement, Liberty Media ou pas, réseaux sociaux ou pas, Netflix ou pas, le problème fondamental de la Formule 1 est et restera toujours le même. En tant que sport fondé sur une industrie automobile et technologique, elle proposera souvent un spectacle très inégal, qui tantôt produira de grandes saisons comme celle de l'an passé, tantôt des saisons soporifiques. Et lorsque Verstappen aura gagné son 5e titre dès le mois de septembre 2025 et que la saison 8 de Drive to Survive connaîtra un sérieux reflux d'audience, seulement alors pourrons-nous chérir la fidélité ou déplorer l'infidélité de ce nouveau public que Liberty Media a tant choyé. Mais si dans le même temps, la F1 méprise son héritage historique et son public originel en supprimant hier le Grand Prix d'Allemagne et d'Europe, et demain peut-être les Grands Prix de Belgique et de France, que restera-t-il une fois que la fameuse hype de la Formule 1 dont on nous rebat les oreilles sans cesse sera passée ? Puisque le sens des mots est important, rappelons que le mot hype peut se traduire par vague de popularité. Une vague de popularité peut être soudaine, puissante, voire déferlante. Mais elle n'en reste pas moins une vague, c'est-à-dire un phénomène qui ne dure pas. Et c'est en cela où la Formule 1 joue un jeu très dangereux en menaçant de se séparer d'un Grand Prix aussi historique, populaire et spectaculaire que celui de la Belgique à Spa-Francorchamps. Car à se déraciner à outrance, à se couper de sa base, et à force de faire fi de ses racines, la Formule 1 se retrouvera incapable d'assurer ses arrières et risque ainsi une gueule de bois des plus désagréables lorsque l'ivresse de sa popularité actuelle se sera estompée. Jusqu'à ce que le temps nous prouve le contraire, le nouveau public de la Formule 1 ne sont que les variables d'une équation dont on spécule sur la valeur de X. L'ancien public, lui, est une constante bien connue et qui fait vivre le sport depuis plusieurs décennies. Pourquoi alors le maltraiter ? Merci d'avoir écouté ce podcast, alors j'espère que mon analyse qui ressemble presque à un coup d'humeur vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'avenir du Grand Prix de Belgique, autrement un petit abonnement, un like, un partage et une cloche activée me rendront un gros service, donc ne vous privez pas. À la semaine prochaine pour la rentrée des classes, allez, ciao !